شكرا على الدعوة. مساء الخير. إلا سمحتوا غادي نهضر بالتدخل ديالي بالفرنسية، إذا ما طرحش مشكل. إذا غادي je voulais juste dire par rapport à la manière dont on m'a présenté, j'ai vu en fait toute ma vie défiler, parce qu'il y a des fonctions que j'ai occupées que je n'occupe plus depuis longtemps, donc شحال الاشياء ما بقاتش عندي فيها اي مسؤوليه على كل حال. شكرا. Donc on m'a demandé de parler genre et droit, la relation entre donc le genre et le code pénal. Et j'ai eu de la chance parce que mes collègues intervenants précédemment ont déjà donc abordé un certain nombre de questions par rapport donc à cette problématique de genre et législation pénale ou droit pénal d'une manière directe ou indirecte. Donc dans mon intervention, je vais donc parler, aborder la question d'abord en introduction la pertinence de l'examen du droit pénal ou du projet de code pénal dans une perspective genre. Donc c'est toute la problématique qui est abordée au niveau de la littérature internationale entre le genre et le droit. En deuxième lieu, je vais un peu parler de la philosophie, mais je vais passer rapidement parce que ça a été abordé, c'est pas la peine, c'est la dernière intervention, donc de redire des choses qui ont déjà été brillamment dites et mieux que je ne le ferai. Et puis troisièmement, j'ai choisi trois principes fondamentaux que j'ai pensé importants à vous en parler par rapport à ce projet de code pénal en relation toujours avec la perspective genre. Cette réflexion, bien sûr, et je ne suis pas juriste, est inspirée donc des travaux de la coalition Printemps de la dignité à laquelle a beaucoup contribué Maître Rougani et les travaux du Conseil national des droits de l'homme, bien évidemment. Donc par rapport à la première question, l'introduction générale par rapport à la problématique genre et droit, et plus particulièrement droit pénal, l'idée de la neutralité donc, du droit a été remise en cause par les juristes féministes américaines d'abord et ensuite occidentales, qui ont souligné le rôle du droit dans la Constitution et la distinction fondée sur le genre, comme dans la légitimation donc, des inégalités de genre. Ces théories, d'une manière globale, mettent en exergue, c'est un peu complexe, mais je vais essayer donc de mettre en exergue le fait que la transformation d'une notion, quelconque, n'importe quelle notion, en catégorie juridique n'est pas neutre, pour deux raisons fondamentales. Premièrement, parce que cette transformation donc, d'une notion, n'importe laquelle, donc en catégorie juridique, consiste à introduire donc cette notion dans un corpus normatif et à lui faire produire des conséquences juridiques. Et cette transformation, donc cet acte d'introduire une notion dans le corpus normatif et lui faire produire des conséquences juridiques, cet acte répond à certains objectifs. Et ça a été dit. Donc le législateur a des objectifs. Quand il introduit la question, par exemple, la notion femme ou la notion homme, ou n'importe quelle notion, il l'introduit dans un corpus normatif, donc elle va produire des conséquences juridiques, mais selon des objectifs. Il ne le fait pas par hasard, il a des objectifs. Ces objectifs peuvent être pragmatiques, donc pour répondre à des situations objectives, réelles, ou des objectifs qui sont idéologiques, philosophiques, idéologiques, etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que la transformation de cette notion dans une norme, l'introduction d'une notion quelconque dans une norme juridique, produit à son tour des effets, non seulement pratiques, mais symboliques. Ce qui veut dire que le droit, il a une dimension normative, bien sûr, donc il a une dimension perspective, disons, et répressive, mais il a aussi une dimension qui est symbolique. C'est-à-dire que le droit produit un discours, un khitab. Et je pense que dans le mémorandum des coalitions féministes, elle parle beaucoup du discours, donc du projet de code. Donc il produit un discours. Ce discours prétend, pour les gens qui ne sont pas avisés, prétend être objectif. Donc ce discours prétend rendre compte du réel, de la réalité et de la vérité, avec un grand V. Donc c'est un discours qui est efficace. Il est efficace parce qu'il prétend donc dire la réalité et la vérité avec un grand V. Et donc il a une capacité à agir sur les comportements.
parce que le droit donc, a une dimension, comme j'ai dit tout à l'heure, impérative, mais aussi parce qu'il a une dimension qui est de persuasion, donc il persuade les gens, et imprime donc dans les représentations collectives une certaine idée de ce qui est naturel. Par exemple, les inégalités ou la différence homme-femme, c'est naturel, c'est la nature. Dieu a créé un homme et une femme, ils ne sont pas égaux, etc., ils sont complémentaires, etc., etc. Donc de ce qui est nature et de ce qui est normal. Donc il va tendre à présenter les différences de genre comme étant quelque chose de naturel, quelque chose de normal. D'un autre côté, nous savons tous, je ne vais pas m'attarder sur ça, que le concept genre permet une compréhension beaucoup plus large de l'égalité entre les sexes. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Parce que l'égalité, c'est une égalité c'est un concept qui renvoie à l'égalité formelle, juridique. Par contre, le concept genre à cela de positif qui permet d'aller regarder au-delà de l'égalité formelle, l'égalité juridique, ou ce qu'on appelle l'égalité formelle, pour aller questionner l'égalité substantielle, c'est-à-dire les relations hommes-femmes dans leur interaction et dans leur contexte. Et je vais revenir pour donner des exemples. Donc, le concept genre donc, permet, et c'est ça l'intérêt, c'est pour ça que j'ai répondu positivement à cette invitation, parce que ça m'a amené à réfléchir sur la dimension genre du projet de code pénal. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse, parce que je ne vais pas être très longue, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il y a eu la première révision du code pénal, qui a été introduite par Omar Azimen, je crois en 2002-2003, révision partielle sous le ministre Omar Azimen, la coalition de femmes avait demandé qu'il y ait une suppression de l'excuse atténuante en cas de flagrant délit d'adultère. Donc c'était une excuse pour le mari qui tue ou par coup, blessure, meurtre, donc sur sa femme ou sur son partenaire en cas de flagrant délit d'adultère. On avait demandé la suppression de cette disposition. Le projet de révision du ministre Omar Azimen est venu pour rétablir l'égalité. Donc, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a changé? C'est que les deux bénéficient de l'excuse atténuante. Et je vais vous dire, c'est une autocritique. Dans le temps, c'était il y a longtemps, on a dit c'est bien. Parce qu'on s'est placé sur disons, sur le principe, on s'est basé sur le principe de l'égalité. Or, c'est absurde. C'est-à-dire que l'égalité toute seule ne rend pas compte de la complexité des inégalités et des statuts des hommes et des relations hommes-femmes au Maroc. Donc, on avait dit, ok, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on était bête. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est une avancée si la femme bénéficie d'une excuse atténuante au même titre que le mari. Donc, c'était toute cette introduction pour dire qu'il est très intéressant. On n'a pas ces études au Maroc, mais j'ai regardé un petit peu la littérature internationale. Il y a énormément de juristes féministes qui travaillent sur cette relation entre genre et droit, et je crois qu'on a intérêt à mieux réfléchir sur tout ce qui est la question des violences sexuelles. Je crois qu'il est très important de travailler sur cette question-là. Par rapport donc à la question de la philosophie du projet de code pénal, je ne vais pas y revenir, mais je veux dire juste deux mots, que bien évidemment c'est un projet patriarcal. C'est clair, c'est un projet patriarcal qui ne vise pas donc la protection d'un intérêt social ou les libertés de l'individu, la liberté de hommes et femmes, mais plus donc c'est le respect de règles sociales jugées indispensables et immuables et d'un ordre présenté comme étant transcendant, c'est-à-dire qui ne va pas changer, qui nous dépasse, etc. Donc, pratiquement tout le code, c'est des défenses de la famille, de la patrie, de la religion, des mœurs, de l'honneur, de l'autorité, de la famille, qui est imaginaire et virtuelle, on ne sait même pas de quelle famille on parle, etc. Donc, et ça, c'est la première chose. Je crois que la deuxième chose qui transparaît disons, de cette philosophie, de ma perspective, c'est-à-dire de la perspective genre, c'est le contrôle donc, du corps des femmes.
la procréation, le contrôle de la procréation et le contrôle du corps des femmes. Donc, parmi les principes dont j'ai voulu vous parler, 3 principes qui me semblent les plus pertinents du point de vue donc, de notre problématique, de la question du genre. Je suis en train de supprimer un certain nombre de choses qui ont déjà été donc, relatées, mais je veux quand même revenir sur 3 principes rapidement, 3 domaines qui sont le principe de la légalité, pas l'égalité, de la légalité, le principe donc de l'autonomie et de la liberté de l'individu, et le 3e principe qui est celui de la non-discrimination et de l'égalité entre tous, donc dans ce projet de code pénal. Qu'est-ce que c'est la légalité? Comme vous le savez, au regard du droit international, je crois que Sissi et Khadija en ont déjà parlé, et aussi Khadija Lougani et Khadija Riadi, tout le monde en a parlé, mais j'aimerais y revenir parce que ça produit des effets du point de vue donc, du genre. Le principe de la légalité implique une définition précise des infractions pénales. Donc, selon le droit international des droits de l'homme, on ne peut pas condamner pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair. Selon le Comité des droits de l'homme, le principe de l'égalité est violé si un individu est arrêté ou détenu pour des motifs qui ne sont pas clairement prévus par la loi. Et c'est un grand problème dans le code pénal marocain. C'est-à-dire que tout ce qui touche aux mœurs, à la moralité publique, ce sont des notions qui sont très vagues et qui permettent donc aux juges donc qui ouvrent la porte, disons, à l'arbitraire, comme ça a été le cas dans l'affaire de Insgen. On a arrêté, traduit en justice des filles pour un acte qui n'est pas défini dans le code pénal. Donc, tout simplement parce que la robe était courte. Donc, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant. Aujourd'hui, on considère que c'est contre les mœurs ou atteinte à la pudeur, etc., une robe qui arrive aux genoux. Demain, on va considérer qu'une robe qui ne couvre pas les genoux est une atteinte. Donc c'est quelque chose qui est absolument terrifiant et ça doit nous faire réfléchir. Donc, il y a énormément de dispositions qui sont très très vagues et très ambiguës et qui constituent donc vraiment une menace pour nos libertés. Je ne vais pas revenir, je crois que les intervenants précédents en ont parlé. Deuxième question, deuxième domaine qui m'intéresse ici du point de vue donc, du genre, c'est la question de la liberté, bien sûr. Khadija Riadi en a parlé plus particulièrement, et l'autonomie des individus. La liberté, normalement, ne doit être limitée que par la liberté d'autrui. Il n'y a pas de limite que par la liberté, bien sûr, d'autrui. Ça, c'est clair dans le droit international et la philosophie même de la liberté. Dans le projet de code pénal, je pense, je ne vais pas revenir sur les atteintes à la liberté, la criminalisation de l'adultère, l'avortement, les relations sexuelles entre adultes consentants, l'homosexualité, etc. Je prends 2 exemples qui me semblent intéressants dans une perspective de lecture du code à travers la prisme genre. Le premier exemple est relatif au viol. La question du viol est présentée dans le chapitre, le crime du viol est présenté dans le chapitre crimes et délits contre l'ordre des familles et la moralité publique, ce qui est absolument effarant. Le viol est un crime contre les personnes, pas contre les familles et la moralité publique. Donc ça a traduit tout à fait, disons, comment donc les libertés individuelles, comment les droits des personnes donc, sont bafoués par le code pénal. C'est-à-dire que le législateur, en sanctionnant le viol, entend non pas protéger la victime du viol, mais plutôt l'ordre des familles et la moralité publique. De son côté, le harcèlement sexuel est placé dans la section consacrée à la corruption de la jeunesse et à la prostitution. Que vient faire le harcèlement sexuel avec la prostitution et la corruption de la jeunesse? Donc nous sommes dans des termes qui sont absolument imprécis, vagues et qui peuvent prêter donc à l'arbitraire, ouvrir la porte à l'arbitraire. La question du consentement, le 10e exemple, le droit pénal part du postulat de la disponibilité, dans le cas de relations sexuelles, du corps de la femme mariée. C'est-à-dire que par rapport à la relation sexuelle, où la question
il n'y a pas, la question du consentement n'est pas quelque chose qui est généralisé et systématique. C'est-à-dire que le code pénal ne suppose pas qu'il doit y avoir un consentement à la relation sexuelle de la part de la femme mariée. Donc le mari a le droit de violer, puisque il n'y a pas de consentement de la femme mariée. La femme mariée n'a pas à consentir donc à une relation conjugale avec son mari. De plus, le problème de consentement du point de vue philosophique ici se pose dans une société. Le code pénal fait obligation à la victime d'établir la preuve de non-consentement à une relation conjugale, dans le cas de viol par exemple. Donc c'est à la victime d'établir la preuve de non-consentement. Or, si on prend ça dans une perspective genre, comment dans une société qui a tendance à stigmatiser la victime violée, comment la victime violée peut établir la preuve de non-consentement? Donc il s'agit, c'est-à-dire si on est du côté de la victime, il s'agit d'inverser la preuve, la charge de preuve. C'est pas à la victime de faire la preuve de non-consentement, mais c'est à l'agresseur de faire la preuve. Donc nous sommes dans une logique c'est une logique qui peut paraître, disons, défendable du point de vue des droits de l'homme, c'est-à-dire la présomption d'innocence, qui est quand même un principe général, la présomption d'innocence. Mais quand même, lorsqu'on se situe dans une perspective genre, on se rend compte que c'est imposer à la victime d'apporter la preuve de non-consentement, par exemple, à un viol, n'est pas quelque chose qui est juste dans une société comme la nôtre, comme je l'ai dit, où les victimes ont tendance à être stigmatisées quand les femmes ont tendance à être stigmatisées quand elles sont victimes de viol. Ça, c'est donc le premier principe, c'est celui de l'autonomie et de la liberté de l'individu. Le deuxième principe, c'est celui de la non-discrimination et de l'égalité. Comme je l'ai souligné précédemment, le droit de la non-discrimination qui vise, à travers le monde, vise à sanctionner certaines discriminations, notamment, ici, il s'agit des discriminations fondées sur le sexe, peut conduire à remettre en cause la prise en compte de la dimension genre dans les normes juridiques, assimilant l'égalité à l'indifférenciation selon le sexe. C'est-à-dire ne pas, quand je dis l'indifférenciation, ça veut dire défendre ou s'y limiter d'une manière systématique au seul principe d'égalité peut conduire à la non-prise en compte de la dimension genre, c'est-à-dire des relations sociales entre les hommes et les femmes, du contexte social, etc., des relations de pouvoir, etc. Et donc, si on se limite juste à la question de l'égalité, ça risque de constituer donc, disons, une erreur par rapport au statut et par rapport à la garantie et la protection des droits et libertés des femmes. Parce que la prise en compte du genre permet de considérer, comme l'égalité ne le fait pas, mais le genre permet de considérer comme discriminatoire l'attribution de certains rôles sociaux aux hommes et aux femmes qui a conduit historiquement à désavantager les femmes par rapport aux hommes. Par exemple, dans une jurisprudence américaine de la Cour, la haute cour américaine, la Cour suprême. La Cour suprême, on a considéré comme discriminatoire le fait qu'un employeur ne veuille pas embaucher une femme parce qu'elle a des enfants en bas âge. Alors que les juges ont constaté que l'employeur a de nombreux employés de sexe masculin qui ont des enfants en bas âge. Ça, c'est le premier. Le deuxième exemple qui est, je trouve, très intéressant, c'est qu'une femme n'a pas été embauchée, a été licenciée parce que l'employeur considérait qu'elle avait un comportement masculin agressif. Donc, masculin et agressif. Donc,